Bonjour à tous. Mon nom est le révérend Mdekerez Ansiboula. Je suis le directeur du ministère des Soins de la Création, programme d'éducation environnementale de la communauté presbytérienne de Kinshasa, CPK en sigle. Je voudrais remercier le Congo Mission Network, le président et représentant légal de la CPK, le révérend Isaac Kalonji, pour cette opportunité de vous présenter ce ministère aujourd'hui. La République démocratique du Congo est le pays le plus grand et le plus peuplé d'Afrique centrale subsaharienne. Il est le plus grand pays du bassin du Congo et contient environ 13% des forêts tropicales humides restantes du monde. Le bassin du Congo, deuxième en taille après la puissante Amazonie, perd près de 1,5 million d'hectares de couverts forestiers chaque année. Les forêts de la RDC contiennent une grande biodiversité, faisant de notre pays le pays africain le plus riche en biodiversité. La RD Congo est largement considérée comme l'un des pays les plus riches du monde en ressources naturelles. Ces gisements inexploités des minéraux bruts sont estimés à plus de 24 000 milliards de dollars américains. Le Congo possède 70% du coltan mondial, un tiers de son cobalt, plus de 30% de ses réserves de diamants et un deuxième de son cuivre. Malgré une si grande richesse minérale de notre pays, les citoyens congolais sont parmi les plus pauvres de la planète. La RD Congo a systématiquement le PIB nominal par habitant les plus bas, ou presque les plus bas au monde. Alors, comment se fait-il qu'il y ait tant de pauvreté face à tant de la richesse? C'est un paradoxe. Eh bien, l'histoire de l'ère des Congo est criblée d'évasion des nations riches et mieux armées, profitant de ressources et de la richesse du pays avec des résultats dévastateurs. Avec l'un des taux de croissance démographique les plus élevés au monde, la population de la RDC dépasse aujourd'hui les 100 millions et les estimations suggèrent une population de près de 200 millions d'ici 2050. La migration interne, en partie due au conflit en cours, a conduit à des problèmes fonciers, y compris la fragmentation des terres agricoles et le manque de mesures pour améliorer la qualité des sols à long terme. Kinshasa, par exemple, la capitale de la RDC, est la plus grande ville du pays, a une population estimée actuellement à 17,07 millions d'habitants. Kinshasa devrait atteindre 35 millions d'habitants d'ici 2050 et devenir la deuxième ville du monde d'ici 2100. Les conséquences environnementales de l'exploitation démographique incontrôlable sont nombreuses. Premièrement, les défis de la sécurité alimentaire. L'insuffisance de nourriture pour tous les habitants est une évidence à la base de la malnutrition aiguë, surtout des enfants. Près d'un tiers de la population congolaise souffre de la faim. 27,3 millions de personnes en République démocratique du Congo sont confrontées à des niveaux élevés d'insécurité alimentaire aiguë. 6,7 millions de Congolais sont en situation d'insécurité alimentaire au niveau de l'urgence et 3,3 millions d'enfants souffrent de malnutrition aiguë. Le déploiement désordonné de l'habitat humain. Des constructions illégales éparpillées un peu partout dans la périphérie de Kinshasa, même sur des sites impropres à la construction. Ils aggravent l'érosion et le glissement des terrains, souvent mortels et détruisant les paysages de la ville. Les bilans des émissions de gaz à effet de serre. Les émissions nettes de gaz à effet de serre sont négatives, moins 137 307,57 gigatonnes CO2 équivalentes. L'évolution annuelle des pluies
et des températures suggèrent une augmentation des pluies sur la majeure partie du pays, sauf dans les régions de la frange côtière, le Bas-Congo, et de l'extrême du sud, dont les Katanga. Les changements climatiques représentent de nombreux risques, notamment des pluies intenses, des sécheresses saisonnières, des inondations fluviales, des vagues de chaleur, l'érosion côtière, etc. La menace sur le secteur maraîcher urbain, qui pourtant fournit 70% des légumes consommés à Kinshasa. Le maraîchage urbain est une source d'emploi pour les ménages migrants des zones rurales qui s'installent dans les communes périphériques, n'ayant accès à aucun autre type d'emploi en ville. Ils continuent de cultiver des zones périurbaines, développant des jardins maraîchers le long des routes, voire dans les marais et au bord des rivières. Le jeudi 18 mars 2021, 2 jours après une pluie torrentielle à Kinshasa, environ 1300 hectares ont été détruits. Ces sites produisaient du riz ngwele, diverses sortes de légumes appréciés de la population quinoise comme gombo, amarante, aubergine, matembele. En principe, 1200 ménages, environ 6000 personnes ont été touchées par ces inondations. Les sols de Kinshasa varient, mais sont généralement dominés par des sables limonés ou fins, à faible capacité de rétention d'eau, qui s'érodent facilement. Combiné à une faible fertilité chimique et biologique, le sol de Kinshasa est limité par rapport à la capacité de production agricole et a besoin de stabilisation et d'amélioration de sa structure et de la capacité de rétention de l'eau. Les problèmes de l'énergie. La dégradation des écosystèmes forestiers et la perte de la biodiversité. La plupart de la population de Kinshasa n'est toujours pas raccordée au réseau électrique. Les autorités estimaient en 2009 que seulement 15% de la population de Kinshasa avait accès à un approvisionnement régulier en électricité. Les autres 85% restants utilisent du bois du feu, du bois de chauffage et du charbon de bois, ce qui entraîne une surexploitation des forêts. L'accès aux services énergétiques modernes est fondamental pour répondre aux besoins sociaux de base, stimuler la croissance économique et alimenter le développement humain. En effet, les services énergétiques ont un effet sur la productivité, la santé, l'éducation, l'eau potable et les services de communication, selon le PNUD. Perte de la biodiversité. Le défrichement de la végétation et des forêts est responsable de la disparition progressive d'espèces animales et de nombreuses ressources en produits non lignés ou produits non lignés, tels que le miel, les champignons, les chenilles, etc., autrefois récoltés et vendus, alimentant les populations villageoises et périurbaines en nourriture et en revenus. Les problèmes casse-tête de déchets. La quantité de déchets produits à Kinshasa est de plus de 11 000 tonnes par jour, avec une collecte organisée estimée seulement à 25%. La composition des déchets comprend des matières inertes à 4%, textiles 6%, plastique 15%, métaux 7%, verre 2%, matières organiques 65%. Les déchets biodégradables représentent une opportunité de fertilisation pour améliorer les sols locaux et pour le jardinage urbain. Les économies linéaires, extractives, ne sont pas durables sur le plan environnemental et diminuent la productivité future de terre et créent des risques pour la santé des populations. Les économies circulaires, qui utilisent les sous-produits de la production comme matière première pour d'autres processus jusqu'à ce qu'ils soient réduits, de préférence à des fins biodégradables, sont les plus estimés, ou bien ils sont les miens. L'état actuel des affaires. La population à la base, bien que victime fragile, a été exclue du débat sur la crise environnementale.
Le message a été caché dans des débats universitaires et professionnels et le revue technique. En effet, la crise environnementale est restée un débat académique, un reflet des professeurs, théologiens et spécialistes qui fréquentent les forums internationaux. Mais les vrais problèmes environnementaux et leurs conséquences sont cachés dans des langages techniques, à savoir la dégradation des sols, des forêts, la diminution de la production des biens de base, notamment la nourriture, l'eau potable, l'énergie et la santé énergétique, la santé en général. Même les plus jeunes à qui nous empruntons la planète ne sont pas informés de ce qui se passe sur le plan environnemental. L'Église gère les victimes de la crise environnementale. C'est elle qui s'occupe des victimes des inondations, de la désertification et de la malnutrition. Malheureusement, pour diverses raisons, l'Église n'est pas équipée théologiquement et techniquement pour induire l'implication des masses dans la réponse ou la résolution durable de la crise. Si nous ne travaillons pas sur la doctrine de nos églises pour soutenir l'éducation environnementale basée sur le culte et l'agriculture durable, alors les communautés périphériques et rurales, pauvres qui remplissent nos églises, en raison du manque de fondements pour la vie quotidienne, nourriture, eau potable, électricité, etc., seront facilement prises en cycle continuel de pauvreté et de marginalisation. Et en raison d'une mauvaise formation environnementale, ils sont plus susceptibles d'être la proie des théologies populaires de l'époque qui ne sont pas cohérentes avec les vérités bibliques. Les problèmes évoqués ci-dessous sont les raisons pour lesquelles j'ai rêvé de voir l'Église à l'avant-garde de la bataille environnementale. Depuis 2015, j'ai lancé une campagne de communication avec les leaders qui, avec le soutien moral de la communauté presbytérienne de Kinshasa, CPK en sigle, a abouti à la création au sein de la même communauté ecclésiale d'un programme de discipula ou bien d'éducation environnementale et musique. Nous envisageons une alphabétisation environnementale chrétienne fonctionnelle, car basée sur l'agriculture durable, comme méthode et langage pour atteindre les gens de la base, bien l'homme dit commun, avec les principes bibliques de protection de la création. Nous souhaitons contribuer à l'émergence d'une interprétation biblique contextuelle et populaire de nos doctrines pour être le fondement d'une réponse ancrée dans la foi à une réponse à la crise environnementale. Sur base du livre Dire oui à la vie, une traduction française du livre Saying Yes to Life, du docteur Ruth Valerio, nous centrons notre interprétation de notre appel spirituel à être les intendants de la création de Dieu. Saying Yes to Life nous permet de passer des préoccupations naturelles et quotidiennes aux problèmes qui ont un impact sur les millions de vies dans le monde. En tant que personnes créées à l'image de Dieu, nous sommes chargés de veiller sur ce que Dieu a créé, partager la joie avec l'ingéniosité de Dieu pour faire une différence pour les biens. Ruth Valerio s'inspire avec imagination des jours de la création dans Genèse 1, alors qu'elle relie le thème de la lumière, de l'eau, de la terre, des saisons, des autres créatures, de l'humanité, du repos du sabbat et de l'espoir de résurrection à des questions environnementales, éthiques et sociales. Le programme offre directement aux groupes de disciples environnementaux dans les paroisses et les clubs scolaires d'alphabétisation environnementale ancrés dans la foi et fonctionnels, car basé sur les concepts et la gestion des conceptions de fermes durables avec les caractéristiques suivantes. Être des temples de culte en plein air où les activités de jardinage font partie intégrante d'une liturgie de culte oral spontané. Chants de louanges, prières, témoignages, lecture de la Bible, visant à influencer la communion avec le Dieu trinitaire,
créateur, source de vie et sauveur cosmique, et contribuer au développement de l'émerveillement de sa création et de l'écoute attentive du langage des louanges de la nature. Cette liturgie participative inclut des activités de jardinage et culmine dans la célébration des cultes spéciales à la ferme ou au jardin pendant les périodes spéciales de plantation et celles de la récolte pour racheter les rituels culturels agraires. Les jardins que nous envisageons devraient être de véritables salles de classe en plein air, où, à travers les activités agricoles ou de jardinage, un apprentissage pratique a lieu, harmonisant la foi, la science et la pratique culturelle dans les différents domaines environnementaux, y compris les conceptions et fonctionnement des écosystèmes de fermes ou jardins durables, avec un accent sur la restauration des sols et de la biodiversité agroalimentaire. Les concepts de base sur le changement climatique et son impact et mesures d'adaptation sur le jardinage, la gestion des déchets biodégradables, avec pour but de la fertilisation des sols et la production de gaz pour la cuisine, la conservation de la biodiversité génétique et spécifique, les énergies renouvelables et la protection des forêts, la protection de l'eau douce. Ces jardins doivent être des plateformes de diffusion parmi la communauté environnementale, des informations et des techniques pour propager le même modèle de ferme durable pour les mêmes raisons d'alphabétisation environnementale sur le temps, fonctionnel et sur base de la foi. Ces jardins doivent nous aider à fournir des outils pour lutter contre la pauvreté et la malnutrition des ménages, en particulier chez les enfants d'âge scolaire. Ceci n'est possible que si, au-delà de nourriture des humains, et partant du principe que Dieu nourrit tout ce qui bouge, selon Genèse chapitre 1, verset 29 à 30, ces fermes, jardins familiaux durables sont de véritables micro-écosystèmes et habitants de la biodiversité, permettant de se nourrir aussi et de nourrir d'autres êtres vivants tels que les oiseaux, les vers de terre, les abeilles, les papillons, les bactéries, etc. Comment se fait la gestion du programme? Le programme que nous vous présentons est actuellement dirigé par le réalisateur Révérend Moudekere Zanzible Lamec à titre bénévole. Il est assisté de deux équipes de coordination provinciale également à titre bénévole, une dans la province de Kinshasa et une dans la province du Sud-Kivu. Au niveau de l'église locale, la gestion, et ça c'est très important, au niveau de l'église locale, la gestion est entre les mains du comité de discipline environnementale, du comité des disciples environnementaux, basé dans les églises et dans les écoles, où nous les appelons groupes ou bien clubs environnementaux scolaires. L'objectif du programme est de permettre à la masse populaire de s'exprimer et de s'engager à protéger l'environnement sur base des principes bibliques et dans un langage de tous les jours, c'est-à-dire l'agriculture, et d'acquérir des connaissances expérientielles, harmonisant la foi, la science et la pratique culturelle sur les thématiques environnementales du changement climatique, conservation des écosystèmes agricoles et forestiers, conservation de la diversité génétique et agroalimentaire spécifique, gestion des déchets biodégradables pour la fertilisation des sols, production d'énergie propre et assainissement des eaux douces. Pour terminer notre présentation, je tiens à remercier les membres des communautés locales du Sud-Kivu, en particulier les membres du groupe de lecture du livre 5 Yes to Life et du programme de crédit agricole et caprin aux chèvres, qui, sous la coordination et suivi de l'équipe dirigée par M. André et l'agronome Bibentio, ont participé à la naissance de ce programme dans la province du Sud-Kivu. Nous remercions vivement
le révérend Isaac Kalonji, président et représentant légal de la communauté presbytérienne de Kinshasa, pour avoir soutenu le déroulement de ce programme à Kinshasa. Et le révérend Kabasele Chiamakeji Etienne, le révérend Isaac Kalonji, dans sa casquette de pasteur de la paroisse particulière de Bandal, le révérend Célestin de la paroisse de Manenga, ainsi que le couple du révérend Lala de l'église baptiste Nouvelle Alliance, pour avoir ouvert leurs églises et mobilisé tous les membres qui ont participé à l'organisation de notre premier culte en plein air autour du fleuve Congo, et ainsi participer à la genèse de ce processus dans la ville-province de Kinshasa. Je vais sincèrement dire merci à mes tuteurs David Gould et Martin Hudson de John Ray Initiative, Londres, Elda ou l'ancien José Jones de PCUSA, le docteur Ruth Valerio de TIAFAND, qui par leur tutorat et échange des emails ont énormément contribué à notre formation et au développement actuel de ce programme. Grâce à David Gould, nous avons récemment participé à une formation en ligne à Londres sur le digesteur domestique de biogaz. Nous sommes très reconnaissants à tout ce monde. Que Dieu vous bénisse.